Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Aujourd'hui on accueille un peu le Antonio Banderas, le Steve Austin du poker français. Aujourd'hui on accueille une personne qui a une vie palpitante et qui va nous la raconter. Aujourd'hui on accueille Jean-Jacques Mars. Jean-Jacques Mars, bonjour. Bonjour, oui. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation déjà. Ça fait plusieurs années maintenant que tu parcours le circuit français, principalement. Principalement, oui. On va dire qu'aujourd'hui, tu es quand même une des figures du poker français, par ta personnalité, par ton image, par tes performances aussi. Parce que j'espère. Tu as quand même fait beaucoup d'ITM et de performances. Là, aujourd'hui, on se retrouve au casino de Gujan, où tu as réalisé il y a 2 ans, 3 ans maintenant, une de tes plus belles performances. J'avais gagné ici le premier événement à 1000 €, effectivement. Voilà. Est-ce que ça te laisse un souvenir particulier, ce casino? La particularité de ce casino, c'est qu'en fait, d'une part, c'était parmi mes premières victoires en termes de tournoi au niveau poker. Et dans un second temps, ça a été aussi les balbutiements de mon sponsoring, parce que Gujan Mestras et MyPoke, c'est la même chose. Et mon premier contrat de sponsoring a été lié avec ce casino principalement. Même si ce n'est plus d'actualité aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de revenir refaire un événement ce week-end. Tu es entrepreneur? Absolument. Tu as monté ta propre marque de vêtements, c'est ça? Non, en fait, j'ai des magasins de chaussures. Pardon. C'est ma propre marque d'enseigne, mais je suis revendeur de chaussures mode, en fait. Est-ce que souvent dans le poker, il y a beaucoup de joueurs, je pense à Guillaume Darcourt, je pense à Philippe Torza, etc., qui sont dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Tu penses qu'il y a une corrélation entre l'entrepreneuriat et le poker? Peut-être une envie de prendre des risques? Oui, je pense que c'est complètement lié, parce qu'il y a toujours l'aspect de compétition. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est régulièrement, enfin, qui est quelqu'un de leader à la base, et on essaie de retrouver cette envie d'être leader, de retrouver la compétition via le poker. Donc pour moi, il y a de vraies corrélations. Pour en revenir à ton sponsoring, donc, tu as été sponsorisé par MyPoke, et on a l'impression que cette période un petit peu de ta vie est un petit peu floue. On a l'impression que tu n'as pas eu tous les moyens que tu souhaitais pour pouvoir t'exprimer à plus haut niveau. On a l'impression qu'on ne te les a pas donnés. Ton contrat s'est arrêté, il n'y a pas vraiment une communication dessus, ou en tout cas ça a été flou. En plus, MyPoke et Poker Extreme ont fusionné, donc on n'a pas compris ta place là-dedans. On ne comprend d'ailleurs toujours pas la place des ambassadeurs de la marque aujourd'hui, c'est complètement flou encore. Toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur, du début à la fin, et puis comment t'expliques quand même ce flou, au final, alors que c'était quand même attendu depuis longtemps que tu as un contrat et que beaucoup de gens l'espéraient pour toi, et puis trouvaient que c'était évident finalement que tu l'aies, quoi. C'est vrai que je l'attendais, et quand MyPoke m'a sollicité pour le sponsoring, d'une part c'était un petit peu une finalité en soi. J'ai fait une très belle année 2010, donc j'étais très heureux d'avoir la possibilité de pouvoir m'exprimer sur tous les EPT et autres tournois internationaux. Donc MyPoke m'a fait effectivement une proposition. Toutefois, en termes d'image et en termes de communication, MyPoke s'est positionné sur GeoStar, qui était le people du site, ce qui était complètement légitime. Malgré tout, en termes de joueur de poker, j'étais le premier ambassadeur, mais il n'y a pas eu de communication. J'ai même pas été diffusé sur les magazines alors qu'il y avait d'autres joueurs qui l'étaient. Enfin, ça, c'est pas ce que je recherche moi, mais c'est surtout dans leur intérêt par rapport à sponsoriser quelqu'un, autant le communiquer sur lui. Et on a eu un balbutiement assez compliqué au niveau du site, comme tous les petits sites français. Donc après, c'est vrai qu'en termes de contrat, ça représente aussi un certain nombre d'enveloppes de buy-in. Donc ça devient après un peu plus compliqué, parce que les chiffres les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui s'est escompté. Vous rajoutez tout ça, un autre joueur qui est Stéphane Staillard, qui n'a pas été après reconduit. Donc moi j'ai fait ma partie du contrat, on va dire que MyPoke aussi, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Je suis heureux d'avoir été sponsor MyPoke. Quand ça a été reconduit, quand ça a été en fait fusionné avec Poker Extreme, Georgian m'a proposé de repartir avec eux, mais je n'étais pas enclin à le faire,
pour diverses raisons. Et j'ai préféré garder mon indépendance plutôt que d'être sponsorisé sur des choses qui ne me convenaient pas dans l'absolu. Toi, ton but au jour d'aujourd'hui, c'est retrouver un nouveau sponsor, c'est garder cette indépendance que tu as retrouvée et puis on va dire continuer la vie d'un joueur de poker, entre guillemets, semi-professionnel qui parcourt les plus beaux tournois de France puis essayer d'aller dans les EPT, etc. C'est quoi ton but au jour d'aujourd'hui? Non, moi je suis passionné de poker et être semi ou pro à 100%, c'est pas le plus important. Je crois que l'essentiel c'est de pouvoir faire, et lorsqu'on peut faire un maximum d'événements, et surtout des gros événements. Et je crois qu'aujourd'hui il faut être réaliste. Si on n'a pas de sponsor, il est très difficile de pouvoir assumer sur un point de vue financier, de faire tout le circuit, voire ne serait-ce qu'européen, sans parler de Las Vegas et autres. Donc, je suis un compétiteur, je suis quelqu'un qui m'épanouit et qui adore le poker. Donc, le sponsoring pour moi est indispensable pour vraiment le vivre à fond. Maintenant, la réalité du marché, elle est tout autre. Aujourd'hui, le sponsoring est limité à l'excellenticisme des joueurs de poker d'une part, ou alors à des people. Aujourd'hui, les sites ils sont là pour communiquer, on est des porte-images, et aujourd'hui, une star de la cinéma est plus vendeuse en termes d'image qu'un beau joueur de poker. Et c'est la réalité du marché, il faut l'accepter. Quand on parle souvent, on critique souvent des gens qui sont sponsorisés, parce que les gens ont l'impression d'être meilleurs qu'un terme de poker, mais c'est pas ça le plus important. Je crois que le plus important, c'est l'image que peut dégager le joueur sponsorisé, et il faut faire venir les gens sur le site. C'est une réalité du marché, et tant que les gens n'auront pas compris ça, ils seront toujours dans l'erreur de ne pas comprendre pourquoi on a pris plutôt une Estelle Denis que le meilleur grinder sur Internet. À un moment donné, enfin je dis pas ça de façon péjorative par rapport à Estelle Denis, mais je trouve que c'est très important de voir par exemple qui ont pris Estelle Denis ou Nadal chez PokerStar, ça véhicule quand même une image plus conséquente qu'un petit geek qui ne sait pas s'exprimer, sans vouloir dire que tous les geeks ne savent pas s'exprimer, il y en a aussi des caricatures. Donc je crois qu'il faut quand même faire attention à ça. Pour clôturer la partie sponsoring et revenir un petit peu à cette période MyPoc, on a l'impression que ça ne s'unit pas en fait. On a l'impression qu'à la fin, voilà, ça se termine un peu dans le brouillard. Tu l'as ressenti comment toi? Oui, pas mal de nuages aussi. Non, en fait, moi, ce qui me gêne, après, je ne vais pas critiquer le sponsor que j'ai avec MyPoc, mais il y a la chose qui m'a vraiment dérangé parce que moi, je suis un communicant et je disais tout à l'heure que j'avais vraiment respecté les parties de mon contrat. Et je faisais des tournois à 1 euro sur Internet et des tournois à 50 euros en live, et je l'ai toujours fait avec le plaisir. Mais quand on arrive au bout d'un contrat, ce que j'aurais aimé à un moment donné, c'est qu'on me dise voilà, le contrat arrive à terme, on fait telle et telle chose, on arrête, on continue, merci, pas merci, on est content, on n'est pas content. Et en fait, cet appel téléphonique, je l'attends toujours. Et ça me dérange. Voilà, parce que je suis quelqu'un de transparent, de très franc, et j'assume mes erreurs ou pas, ou j'assume ce que j'ai fait au niveau du sponsoring. Et je crois que l'année que j'ai réalisé avec eux, c'est très bien passé, pour eux et pour moi. Donc j'aurais aimé un appel téléphonique. Voilà. Tu parlais du marché français aujourd'hui. Toi, quand même, ça fait pas mal d'années maintenant que tu grindes sur des parties. Tu le vois comment le marché français en termes de poker? Moi, j'ai l'impression qu'avec le recul, c'était un petit peu l'Eldorado passé, quoi, en fait. Quoi. Ça devait être incroyable, ça a été une belle promesse, et puis on retourne à la réalité très vite, quoi. Ça devient très compliqué, parce que bon, les acteurs du poker, il y en a des nouveaux. Il y a l'État déjà, le fisc. Oui, on en parlera après de notre ami le fisc aussi. Voilà, je suis concerné aussi. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une conjoncture économique dont il faut réaliser qu'elle est très compliquée. Il y a une vraie récession, et aujourd'hui, les joueurs de poker qui gagnent beaucoup d'argent dans leur entreprise en gagnent moins, donc ça se répercute, il y a une corrélation donc, sur les buy-in. Donc les gens sont brocs, parce que faire des tournois de poker, ça, ne serait-ce qu'un buy-in à 500 ou 1000 euros, vous rajoutez les frais, vous rajoutez donc l'hôtel, les restos et les sorties. La variance est conséquente, donc il est très difficile pour le joueur lambda de faire beaucoup d'ITM. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui que les tournois qui faisaient 300-400 joueurs il y a 3 ans, aujourd'hui ils en font 200. Et donc maintenant il y a les réentrées qui sont arrivées parce qu'il faut justement gonfler ce nombre de joueurs. Mais ces réentrées sont limitées donc aux joueurs on va dire les plus riches.
Donc ça reste toujours un microcosme, et à partir de là, je crois que l'avenir du poker est de plus en plus compliqué. Bon, il y a des casinos qui ont quelques soucis, dont je dirais le nom. Il y a les contrôles fiscaux qui sont tout le temps là. Moi, je connais des joueurs de poker qui ne font plus un tournoi parce qu'ils ne veulent pas être référencés sur les sites de gain. Donc, tout ça mis les choses les unes à côté des autres, ça, je pense que si il n'y a pas une officialisation au niveau de l'État qui va donc officialiser les gains du joueur de poker, où on saura exactement combien on doit payer en termes de gains, tant qu'il n'y aura pas vraiment un vrai statut de joueur de poker, je crois que ça va vraiment se compliquer. Toi, quand l'affaire, entre guillemets, avec l'État est arrivée, justement, sur l'imposition, etc., t'as été concerné? Ben, j'ai reçu un recommandé. Ouais, une lettre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était peut-être lié à mon statut de joueur de poker. Et ça s'est confirmé, donc effectivement, il y a eu un contrôle fiscal qui a été centralisé sur Paris. Et ils sont venus chez Toulouse en avion. Bon, j'ai eu affaire à une charmante personne d'ailleurs, même c'est vrai, une demoiselle qui était très sympa. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle n'était pas du tout formée. C'est-à-dire qu'elle-même a eu la franchise de me dire que voilà, qu'elle me faisait un contrôle fiscal par rapport au poker, mais elle n'avait aucune connaissance, je dirais pas compétence, aucune connaissance de ce monde-là. Donc on est vraiment dans l'inconnu. Et ce qui est terrible, c'est que il y avait une rétroactivité par rapport aux 3 dernières années, où nous pensions toujours le poker que c'était donc un jeu de hasard, même si effectivement c'est pas tout à fait un jeu de hasard, il faut quand même rester, il faut être transparent là-dessus. Mais on nous contrôle sur 3 ans de gain en arrière. Donc moi l'argent, par exemple moi je suis quelqu'un d'assez épicurien, donc j'ai pas mal dépensé de thunes. Et donc il est très difficile pour certains, même je vois qui ont fait de très gros gains, on leur demande la moitié ou ne serait-ce que 5% des gains, c'est complètement ridicule et ça n'a aucun intérêt. Moi je pense qu'il faudrait aujourd'hui vraiment faire des statuts bien carrés pour tous les joueurs de poker et même pour l'État, qu'on puisse payer des impôts, mais que ce soit cohérent comme un autre emploi qu'on puisse faire, comme un maçon ou un boucher. Tiens, je joue le tournoi à 100%, quoi, est-ce qu'on va dire? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai vraiment commencé par le cash game. Donc, c'est quoi qui t'a amené au tournoi? Parce que tu es connu pour ça aujourd'hui. Ouais, mais moi vraiment à Toulouse, on avait un cercle de jeu, comme il y a la CF, donc on avait la chance d'avoir ça à Toulouse, ça n'a pas duré. Et moi j'ai passé une année complètement d'addiction au jeu au cash game, à 1-2, je jouais quasiment tous les soirs. C'est comme ça que j'ai connu le Texas Hold'em et que j'ai progressé. Et puis au début, pour moi, les jeux de tournoi, ça m'intéressait pas. J'étais moi plutôt dans le côté, voilà, on fait des bluffs, on est content, on gagne des thunes et on repart à la maison avec ces espèces dans la poche. J'étais un peu limité là-dessus. Et puis, moi j'ai joué très longtemps au football. Je vais faire le lien, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai joué 30 ans au football, aujourd'hui je suis encore manager d'un club de foot, et donc quand j'ai arrêté le foot, j'avais un problème d'adrénaline et j'avais besoin de retrouver la compétition. Et quand j'ai goûté au tournoi, j'ai compris que ça c'est quelque chose que j'avais bien apprécié parce que le côté éliminatoire, compétition, elle est vraiment exacerbée au niveau du tournoi et pas en cash game. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je joue beaucoup moins en cash game qu'à l'époque. Et donc toi qui joues beaucoup de tournois, on parlait justement des joueurs broc à cause de l'État français ou d'autres choses. Moi j'ai l'impression, alors je sais pas toi le regard que t'en as, que en fait, hormis de terminer runner-up, de gagner un EPT, quoi, ou alors hormis d'avoir la sagesse d'avoir un métier à côté comme toi, l'entrepreneuriat, quelque chose avec lequel on peut vivre et après se payer une ligne, etc. J'ai l'impression que la plupart des joueurs, jeunes ou moins jeunes, ou même d'ailleurs, en fait, se branquent complètement. Et en fait, j'ai l'impression que tu peux pas gagner ta vie, quoi, en tournoi, à moins de faire une performance monstrueuse. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être conscient que les seuls joueurs de poker qui vivent du poker réellement sont les joueurs de cash game. Voilà. À part, effectivement, comme tu dis, à part gagner un EPT ou un gros tournoi à 400, 500 000 euros. La variance est trop conséquente. Les payouts sont pourris. Excusez-moi le terme, mais terminer premier, gagner 1 million d'euros, terminer second, gagner 500 et terminer troisième, gagner 300. Je veux dire, les différences sont énormes. Sur l'étape finale, comme en devis, je crois que le 9e avait 50 000 euros ou 60 000 euros, le premier avait 1 million d'euros. Donc la performance est quasiment la même. C'est un feed de 700-800 joueurs, arriver 9e, il ne permet pas, gagner 50 000 euros quand tu termines 9e, ça ne suffit pas pour vivre. Ouais, c'est 10 EPT, quoi, c'est marre. Ouais, c'est 10 EPT, et puis tu comptes tes frais. Moi qui fais beaucoup de tournois,
mais pas à la même hauteur que les vrais joueurs sponsorisés, on va dire. Moi qui gagnais quand même 100 000 euros à Marrakech, qui fait en 2010, j'ai gagné pas mal d'argent. Enfin, je peux vous dire très objectivement, quand on est quelques un tantinet épicurien et lorsqu'on a une vie normale et qu'on se déplace à gauche à droite pour faire ne serait-ce que des tournois à 500 euros, je peux vous dire que l'argent il part assez rapidement. Donc je ne crois pas effectivement aux joueurs de poker lambda de tournoi qui puisse gagner sa vie par rapport à ça. Seul le joueur de cash game, pour moi, peut gagner sa vie au poker. Pour aller plus loin aussi à propos des tournois, et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que les tournois, il y a quand même des gros problèmes. Il y a des problèmes parfois de structure, il y a des gros problèmes de payout. Ouais, alors Dieu sait que Philippe Torza, entre autres, gueule là-dessus. Je sais que Roger Rabédian a essayé à Monténégro, c'est ça, au tournoi à Monténégro, de faire 30% de pays. Toi, à ton avis, bon là, on a commencé à le comprendre, mais pour aller plus loin, toi aujourd'hui dans les tournois, qu'est-ce qui te dérange vraiment? Parce que je sais qu'il y a ça et le re-entry aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que le re-entry ça fausse complètement le tournoi aujourd'hui. C'est quoi ton avis sur tout ça là, sur on va dire les tournois en général? Pour commencer, concernant le re-entry, bon, ça permet de grossir le payout certes, mais ça a des avantages. Le joueur de tournoi lambda, c'est-à-dire qu'il y avait une parité entre le joueur riche et le joueur pauvre en tournoi. C'est entre le joueur qualifié en free roll et le gars qui a une bankroll énorme. Et le re-entry, effectivement, ça fausse cette parité qui existait. Donc moi, je ne suis pas pour le re-entry. Aujourd'hui, le re-entry, c'est une réalité économique. Ils le font parce que les organisateurs, cela permet de grossir le prize pool, qui ne peuvent pas faire ça initialement. Au PPT, quand il y a des re-entry à 8 500 euros, quand vous avez Tom Dwan à table, vous savez très bien qu'il peut vous mettre tapis avec 8 et 2. Ce qu'il ne ferait pas effectivement s'il n'y a pas un re-entry. Bon. Donc je ne suis pas pour le re-entry. Concernant les payouts, effectivement, c'est un problème ça que tous les joueurs de poker français ou autres parlent. Je pense que les gens communiquent sur le montant du gagnant. Donc effectivement, on met tout sur le vainqueur. Mais effectivement, par rapport à la prestation, par rapport à la performance des autres joueurs, je trouve que c'est pas du tout équilibré. Donc moi je suis aussi, comme Roger Rabédian et d'autres joueurs, je suis pour faire payer plus de joueurs, 20%, 25%, ça ne me dérangerait pas. Pourquoi? Parce que la réalité économique fait qu'aujourd'hui, il y a une telle variance en tournoi que si quelqu'un veut faire des tournois régulièrement, s'il veut faire tout le circuit, mais il faut qu'on s'assure un minimum de gains à chaque fois. Et effectivement, être dans les 30%, 25%, ça assure plus de gains que si on est payé que sur les 10%. En retirant sur le vainqueur et sur le second, je pense que le gars qui gagne 800 000 euros, qui va gagner 1 million d'euros, ça n'a pas changé grand-chose à sa vie entre nous. Oui. Voilà. Donc les 200 000 euros qui restent, ça permet, je pense, de payer beaucoup plus de joueurs de façon plus conséquente. Est-ce que toi, un jour, tu as pensé à arrêter les tournois à cause de ça? Est-ce que un jour, tu t'es dit, mais ça sert à quoi? Non. Je me suis jamais posé la question. Moi, j'aime ça. Des fois, j'arrive à un tournoi et puis je commence à regarder ce qui se passe. Je commence à regarder le tableau, voir les payouts. Et dernièrement, j'ai fait un tournoi à Cannes, je ne savais même pas où il y avait au premier ou au second. C'est quand j'ai commencé à arriver en demi-finale où j'ai commencé à regarder un petit peu les payouts. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'influencer dans le choix de mon tournoi ou dans le fait d'en faire ou pas. Moi, j'aime ça. Ça me permet de partir régulièrement en week-end, de faire des beaux hôtels, de voir des gens que j'aime bien, de casser un petit peu mon rythme toulousain. Donc non, moi, ça ne rentre pas du tout en considération. Alors justement, au niveau rencontre, tu as vu du monde passer, je pense, ouais, depuis toutes ces années. Tu as vu du monde arriver, partir aussi. Dans les bonnes rencontres que tu as eues, dans les bonnes surprises, dans les personnes avec qui tu t'es lié d'amitié, au poker, de manière ou d'une autre, il y a qui aujourd'hui? Alors j'ai la chance d'avoir beaucoup de bonnes relations avec la plupart des joueurs. C'est-à-dire que c'est vrai que je peux en citer beaucoup. Effectivement, puisque tu vois aussi l'interviewé, c'est Guillaume Darcourt, avec qui je m'entends très bien. Il y a Bruno Lopez, alias Kouchen, qui est un mec génial. Il y a Antoine Tesser, qui est un mec exceptionnel. Vraiment, c'est des gars avec qui je peux... Les Corses, Stéphane Albertini, il y a Raymond Santucci, il y a Jean-Paul Pasqualini, qui est un mec que j'apprécie beaucoup. Roger Rabédian, vraiment, je crois que j'ai la chance de connaître la plupart de ces gens-là, avec qui je partage des repas régulièrement. Donc, pour moi, ça a été vraiment une source
de belles rencontres, même si à la base on n'y va pas pour ça. Ça se fait naturellement. Et puis en fait, ce monde qui pourrait apparaître parfois comme un milieu un petit peu ambigu où on pourrait rencontrer des mecs un peu cons, moi dans l'absolu j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens super intéressants. Donc c'est une vraie bonne surprise. Le poker, si vous voulez, est un mélange de gens de la rue, de chefs d'entreprise, de people. Et quand on se retrouve à table avec cette mixité de personnes, on s'aperçoit que on rencontre vraiment des gens, quelle que soit leur origine ou leur carrière, avec des vertus et des façons de voir la vie un peu de façon philosophique comme nous. Et moi, je m'y retrouve énormément. Et dans les gens qui ont dû arrêter le poker, que tu as vu passer, est-ce qu'il y en a qui... Alors, il y a plein de personnes, on ne va pas les citer, mais est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui est plus dans ce milieu-là et qui regrette Il y en a qu'on ne voit pas trop en ce moment, pour des raisons... Enfin, Jean-Paul Pasquini, par exemple, en ce moment, je ne le vois pas trop. Je sais qu'il y a une grosse problématique polémique par rapport à Partouche. Mais moi, c'est quelqu'un que je défends, que je défendrai toujours. Donc je profite même de la télé pour le dire, je l'assume. Alors Jean-Jacques, on va rentrer sur ta vie un petit peu plus personnelle, sur ton histoire à toi. Donc j'avais déjà entendu parler du fait que tu avais commencé plus jeune, donc tu viens du Mirail, ça tu le dis souvent, et puis que tu avais commencé à lancer ton entreprise grâce à des places de foot. J'avais vu ça quelque part. Alors dis-nous un peu plus sur ton parcours personnel, comment t'en es arrivé là, quoi. Ouais, je le revendique un petit peu parce que souvent j'ai des gens à table qui ont l'impression que ma petite gueule de dandy, là, belle voiture et qui fait des gros baillis, on dit celui-là, c'est fils à papa et c'est facile pour lui. Non, moi je suis vraiment un fils d'ouvrier. Ma mère gardait des gosses. J'habitais dans un quartier pourri mais que j'adore, au Mirail. Et c'est vrai qu'en 98, je venais de démissionner de mon poste. J'étais commercial et je travaillais dans la com. Et puis j'ai senti qu'il y avait un truc à faire avec les places de football. Donc je l'assume, hein, je l'ai fait. Et donc j'ai acheté des places. J'ai fait un chèque en bois à l'époque avec le gars. J'ai dit qu'il sera dans 15 jours. Et j'ai acheté des places pour Japon, Argentine. Et puis ce que j'ai acheté, j'ai revendu. Et j'ai revendu bien plus cher. Et puis avec ça, j'en ai racheté d'autres. Et puis c'est vrai que j'ai gagné pas mal d'argent. À cette époque-là, je faisais un peu le Golden Boy, la place du Capitole à Toulouse. J'ai acheté des places et je revendais. Et ça m'a permis effectivement derrière d'ouvrir ma première boutique. J'ai aussi fait un crédit CTLM Bido. Voilà, je le dis aussi, je l'assume. Et donc j'ai commencé vraiment des petits trucs pourris. J'ai fait les travaux, j'ai fait chez mes parents à l'époque. Et après j'ai pris des risques aussi, parce que certains parlent sur la finalité. Et aujourd'hui me voient un peu plus à l'aise. Mais quand à l'époque ils acceptaient leur poste à la mairie, ils rentraient tous les jours à 16h chez eux, moi je prenais des risques au quotidien. Et puis ça m'a permis de bien avancer. Et donc je suis assez fier de ça. Et donc je le cache pas. Souvent en France, on a l'impression justement que les entrepreneurs ils sont mal aimés. Ouais. T'as un avis là-dessus, toi? Ouais, j'en ai un, ouais, c'est lamentable. C'est-à-dire qu'en France, enfin aux États-Unis, vous avez une belle voiture, on fait comme ça. En France, on met un coup de clé dessus. Je caricature certes, mais c'est vrai que la réussite, et surtout il y a encore plus maintenant, elle est critiquée. Aujourd'hui en France, on n'est pas enclin à réussir parce que le gars qui réussit, en gros, c'est un connard. Enfin, une fois de plus, c'est une caricature, mais on n'est pas loin de la vérité. On ne pousse pas les entrepreneurs à avancer, les gens qu'on réussit, on les critique parce que on leur dit, on critique leur réussite, alors qu'au contraire on devrait les féliciter et les encourager à réussir encore plus. On est des vecteurs, je pense, quand on est un peu un leader et un bon manager ou quelqu'un qui a réussi, je pense qu'on est des prescripteurs et on est des locomotives pour d'autres personnes, on est des exemples pour des gamins. Et moi, quand j'étais petit, un gars qui a une belle voiture, un gars qui avait réussi, ça m'a toujours attiré. Et je crois que ça te pousse dans le bon sens. Alors qu'aujourd'hui, quelque part, on te montre du doigt et je trouve ça un petit peu réducteur. Toi, avec ce qui est arrivé là, on a parlé de l'ambiance qu'il y a en France, on a parlé de la fiscalité qui pèse beaucoup. Est-ce que toi, des fois, tu penses à partir ou est-ce que tu es trop attaché à ta ville C'est quoi ton sentiment là-dessus, quoi? Bon, je suis hyper attaché à ma ville, je suis un vrai Toulousain, j'ai 40 balais, ça fait 40 ans que je vis à Toulouse, j'ai mes affaires à Toulouse, je suis très bien à Toulouse. J'ai une famille génialissime, donc je suis très proche de mes frères et sœurs et de mes parents et de mes amis. Et sur un point de vue effectivement professionnel, sur un point de vue de liberté, on aurait quand même tendance à vouloir partir à l'étranger. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui en France. On pousse les gens qui ont beaucoup d'argent à partir, ce n'est pas mon cas. Mais moi, par rapport au prorata de ce que je gagne, effectivement, j'en renverse beaucoup.
j'ai l'impression parfois de devenir fonctionnaire, j'ai l'impression de travailler pour l'État. Et mon ressenti, en fait, il est un petit peu généralisé par la plupart des gens qui ont un petit peu le même profil que moi. Donc, il faut que je crois que la France fasse très attention parce que j'ai l'impression qu'on est tiré un peu vers le bas. Je trouve que le français qui avait une super image à l'étranger, aujourd'hui, elle est plutôt vers le bas. On est de plus en plus critiqué alors qu'on est un super pays, on a une vraie histoire, on a une vraie culture, qu'elle soit gastronomique, mode ou autre. On a la plus belle ville du monde qui est Paris. C'est Toulousain qui dit ça, mais bon, je pense, après Toulouse. Et non, ce que je veux dire par là, c'est que la France, on est en ce moment plutôt tiré vers le bas. On n'est pas très bien représenté, je trouve, au niveau politique, même si on ne va pas faire de débat politique ici. Donc j'ai l'impression que de façon crescendo, l'image du français est tirée vers le bas. Et il faut vraiment qu'on fasse attention. Le français ne veut pas se remettre en question. On est les premiers à manifester dès qu'on nous retire des acquis. Des acquis. Je crois qu'il va falloir se remettre en question de façon générale et relever, comme on dit au football, relever les chaussettes et se remettre un peu au charbon. Aujourd'hui, le poker, il y en a pas mal à la télé. Il y a pas mal d'émissions commentées. Il y a la maison du bluff, je sais pas si tu as l'occasion de ça. Il y a Cash or Play, autre émission. Toi, quand tu regardes un peu ça, tu jettes un coup d'œil, t'as un avis sur ça, tu trouves que c'est positif pour le poker, que ça, je sais pas, que ça le dénigre, peut-être ça le rend trop people, trop... Non, je pense qu'aujourd'hui le poker est un jeu qui est très à la mode. Donc tout ce qui était à la mode, il faut le médiatiser. Donc c'est complètement logique, je veux dire. Après que ce soit la maison du bluff ou d'autres émissions de télé-réalité, après tout c'est un créneau sur lequel il faut surfer. Ce que l'on voit n'est pas toujours révélateur de la réalité entre guillemets du poker. Quand on voit une finale de PT, donc c'est une table finale, donc les moves sont complètement différents qu'un début de tournoi. Et quand on voit le niveau de certains joueurs ou de certaines joueuses à la maison du bluff ou d'autres émissions, ce sont des gens qui débutent ou qui ont un niveau moyen. Donc il y a de tout. C'est pas la réalité, ce n'est pas la vraie réalité, mais je pense qu'aujourd'hui il faut surfer sur la vague du poker. Moi je ferai même un prime time au poker parce que à l'époque je faisais des mariages ou des soirées, on parlait football, aujourd'hui on parle poker. Je veux dire, n'importe tout le monde joue au poker aujourd'hui. Donc d'ailleurs les gens sont devenus des stars. Donc moi je trouve que le poker aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel il faut surfer. Et il faut après faire attention de ne pas faire évidemment n'importe quoi. Mais comme toute chose à la mode, moi si aujourd'hui je devais gérer une émission de production, je pense que je ferais du poker. Dans ton parcours, au final, on a l'impression que finalement la seule chose qui te manque, c'est le résultat énorme. Le runner-up d'un EPT, un bracelet, je sais pas, tu vois, vraiment l'impression que c'est le seul truc qui te manque. C'est vrai que ça manque entre guillemets à mon palmarès et puis ça manque aussi à mon épanouissement. Bon, Vegas, j'y vais pas parce que j'ai ouvert un restaurant l'été, donc je suis obligé de m'y coller tout l'été. Et malgré tout, je privilégie ma vie professionnelle et ma vie sociale à ma vie de joueur de poker. Donc ça, c'est quelque chose que j'assume et qui m'équilibre énormément. Et les EPT, j'ai eu la chance d'en faire un peu plus lorsque j'étais sponsorisé. Après buy-in, 5 000 euros, 10 000 euros, ça je le fais pas. Et donc effectivement, là j'ai fait D4 à Barcelone, j'ai fait 30e à Barcelone. Bon, c'est vrai que ça sent, quand on arrive là, en tant que joueur, c'est vachement excitant. Et effectivement, on commence à vouloir jouer la table finale. Mais je le ferai. Je le ferai parce que je suis un compétiteur, je lâcherai. Et j'ai déjà fonctionné comme ça dans ma vie. Et on n'a pas la garantie, effectivement, avec la variance du poker. Mais aujourd'hui, j'ai le niveau, sans prétention aucune, de pouvoir gagner. Ce que je n'avais pas à l'époque. De toute façon, le poker, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut gagner. Jimmy Gold a été champion du monde. Donc à partir de là, tout le monde peut le devenir. Donc après, c'est surtout lié à la fréquence du tournoi. Peut-être que j'aurai peut-être l'occasion à un moment donné de faire beaucoup plus de PT et d'avoir la chance éventuellement de faire une belle TF ou un runner-up ou la win d'un gros événement. Ça manque effectivement sur mon palmarès, mais bon, je suis en quête de ça et je ne suis pas prêt d'arrêter de jouer au poker. À choisir, tu prends quoi entre un WSOPE, un EPT Moi j'aime beaucoup j'adore le PPT. C'est vraiment feu. Feu le PPT pardon. J'aimerais bien le PPT, le PT de Deauville, c'est quelque chose qui me plaît tout particulièrement. J'ai participé 2 fois au WSOPE, très bel événement aussi, très très bon niveau. Quant à Vegas, j'ai pas goûté, donc ça devrait se faire très prochainement. Donc pourquoi pas prendre
tenté de prendre un bracelet à Vegas. Pour finir, quand tu vas arrêter le poker, un jour, peut-être, si un jour en tout cas tu arrêtes le poker, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi au final? Si on doit parler de Jean-Jacques Mars, le joueur de poker, t'aimerais qu'on en retienne quoi? Bon, je crois que j'ai toujours été quelqu'un de très respectueux à table. Et je crois que c'est très important aujourd'hui. Le poker était un petit peu le reflet de la vie, parce qu'à table, on a affaire à une multitude de mixité de personnes qui viennent de divers horizons. Ce qui me dérange parfois, c'est le manque de respect qu'il peut y avoir à table. Bon, c'est pas permanent, mais j'aimerais qu'on retienne de moi que quand j'étais sponsor ou pas sponsor, que je fasse un tournoi à 50 euros, un tournoi à 10 000 euros, je crois que j'ai eu une attitude linéaire. J'ai toujours été respectueux déjà des anciens, des gens qui ont un certain âge, et je pense qu'il ne faut surtout pas perdre ça dans la façon d'être. Je crois que le respect qu'on a, l'éducation qu'on puisse avoir dans la vie, il faut vraiment l'appliquer à table. Et ça, j'aimerais que, si je dois donner un exemple, c'est ça. C'est garder cette attitude de correction et de respect par rapport aux croupiers, aux floors et aux joueurs. J'ai vu des croupiers se faire insulter, j'ai vu des croupiers à qui on jetait les cartes à la gueule. Je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir? De me faire ramener par ta collaboratrice et non, mais que je puisse jouer le plus longtemps possible au poker, de garder ma vie sociale bien équilibrée, ce qui est le cas aujourd'hui, et la win d'un bel événement. Et si demain tu as tes enfants qui commencent à jouer, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je leur dirais que la vie c'est pas le poker. Je leur dirais que, enfin, j'ai pas d'enfant pour l'instant, il va falloir que je m'y mette d'ailleurs, mais bon, je vis comme un gamin moi. Je suis un boucan, en fait. Mon attitude un peu posée, je suis un vrai boucan dans la vie, mais je l'assume complètement. Je crois que le poker, je n'empêcherai pas mes enfants de jouer au poker, parce que je suis je pense, même si j'ai pas d'enfant, je serai très libre dans l'éducation, ils feront ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas se perdre dans le poker. Je crois qu'il faut prendre ce qu'il y a de bien dans le poker, c'est-à-dire l'aspect compétition, l'aspect pécunier, l'aspect rencontre. Mais il est très très dur de vivre que du poker. Et je pense que c'est réducteur, intellectuellement parlant, qu'on faire que ça. Même si certains s'en sortent très bien, je crois qu'il faut avoir une vraie vie sociale. Je serai très attentif à ça. Après qu'ils fassent de la danse, du beatboker au niveau international ou du poker, ça, ils feront ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'il est important aussi qu'ils aient une vraie vie équilibrée et qu'ils puissent être indépendants. Parce que le plus important pour moi, ma plus grande quête dans ma vie, ça a été ma liberté, ma quête de liberté. Et aujourd'hui, effectivement, pour être libre, il faut de l'argent. Même si certains y arrivent de façon philosophique à l'être sans argent. Mais je crois qu'il y a une vraie corrélation entre la liberté et l'argent. Donc il faut gagner de l'argent pour gagner sa liberté. Jean-Jacques, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Loïc.